ces barrages, cette manière de se barricader, nous ne comprenons pas parce que c'est une administration. On veut juste leur servir un courrier. L'accès est tout autant refusé à son avocat, Maître Ciré Clédorli, venu accompagner le mandataire pour récupérer l'attestation du chèque déposé au préalable. On ne nous permet même pas d'accéder aux locaux. Partout, c'est la police que nous rencontrons. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Il n'y a que la répression, il n'y a que la brutalité. Je m'en tiens à cela. Nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous faisons. Et dans ce pays, comme je l'ai dit, il existe encore des hommes et des femmes qui feront leur devoir. Nous avons assisté à cela. Et j'espère que ce courage persistera. Aujourd'hui, pour le camp d'Ousmane Sonko, la justice est claire et sa demande doit être acceptée. Il condamne par ailleurs les agissements de l'État du Sénégal à travers l'administration à vouloir coûte que coûte leur barrer la route. La candidature d'Ousmane Sonko, la candidature d'Amadou Ba, la présidentielle de 2024, sur tout cela, le regard d'un observateur de la politique sénégalaise, l'avocat Robert Bourgi. Il s'est confié à Mohamed Ali Mouba dans ce dossier. Amadou Ba est un bon produit politique, très vendable même, mais pas suffisamment sexy pour obtenir la préférence de l'électeur dès le premier tour. C'est la vision de Robert Bourgi, avocat, professeur, ancien conseiller Afrique du président français Nicolas Sarkozy, personnage central de la France-Afrique. L'homme maîtrise parfaitement les arcanes de la politique sénégalaise. Ce que je vais vous dire en direct à la radio, c'est ce que je lui ai dit en direct à ma manière. Je ne crois pas dans sa victoire au premier, mais je ne crois pas dans la victoire au premier. En cas de second tour, ce n'est pas acquis non plus. Les jeux sont ouverts pour tout le monde, même si le président Sall lui a confié qu'Amadou Ba gardait ses chances intactes de passer au premier tour. Il m'a dit que Amadou avait des chances d'être vainqueur au premier tour. Ousmane Sonko et ses déboires judiciaires, le risque de forclusion, ses avocats se démènent pour qu'il passe, mais Bourgi estime que c'est plié pour 2024 en tout cas. Je ne le vois pas, vu le temps qui s'écoule et le temps qui reste, je ne le vois pas parvenir à être candidat. Mais le candidat désigné par lui sera un candidat redoutable. Il se murmure que la présidentielle pourrait être reportée, pouvoir et opposition le souhaitent dans les discussions de salon. Mais pour Bourgi, ce n'est pas une bonne idée. Du côté de l'opposition, on le souhaite. Et moi, j'ai vu longuement le président aussi, très longuement. C'est un homme déterminé à gouverner pour le temps qu'il lui reste. Non, ni nostalgique du pouvoir qu'il va quitter. Au contraire, je le trouve, comment vous dire, il entend exercer pleinement le pouvoir, mais je le sens déjà quelque part sur le départ. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Robert Bourgi fustige par ailleurs la propension des politiques sénégalais à engager des cabinets français pour se faire conseiller. C'est une hérésie selon lui, car les spin doctors français sont non seulement chers, mais ils ne maîtrisent pas souvent le terrain sénégalais, très glissant pour des communicants pas suffisamment acclimatés. Candidat déclaré à la présidentielle, Ali Ngouille Ndiaye estime que la pêche est un secteur abandonné par l'État. Il est allé à la rencontre des acteurs à Kayar. Sur place, il a attiré l'attention des autorités sur les conflits qui opposent les pêcheurs aux bateaux étrangers qui pêchent dans les eaux sénégalaises. La question relative à l'immigration irrégulière a également été évoquée. Cheikh Anta Diop. L'immigration clandestine. Ali Ngouille Ndiaye a sonné l'alerte sur la situation catastrophique à Kayar. Une visite à Kayar, comme j'ai eu à le faire à Guet-Ndar et à Fass Boye, parce que nous avons tous remarqué ces derniers mois que beaucoup de jeunes Sénégalais quittent le Sénégal pour aller notamment à Tenerife. On a estimé qu'entre le 1er septembre 2023 et le 12 décembre, ça fait à peu près 3 mois et demi, nous avons recensé près de 15 000 Sénégalais. Il faut qu'on sache le pourquoi. Est-ce que c'est parce que les jeunes qui s'adonnent à la pêche n'ont plus
accès à la ressource? Est-ce que c'est parce qu'il y a des pommes de débouché? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas espoir? C'est ce qui justifie le déplacement. Les pêcheurs et femmes transformatrices des produits halieutiques de Kayar ont également soulevé les difficultés du secteur, notamment les licences de pêche octroyées aux bateaux étrangers. À en croire Aly Ngouille Ndiaye, si les autorités ne prennent pas les dispositions, les ressources halieutiques vont disparaître. Que ce soit les bateaux sénégalais ou même les bateaux étrangers. Et je pense qu'également, dans le cadre de concertation, nous ne pouvons pas ne pas trouver de solution à cette problématique. Et on ne peut pas envisager de souveraineté alimentaire sans qu'une solution soit trouvée à la pêche. La visite d'Aly Ngouille Ndiaye a été très mouvementée à Kayar. Des jeunes sont sortis en masse pour saboter la manifestation. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Talassé, un coxeur de véhicule Mbacké Touba, retrouvé mort ce matin au marché Ocas dans des circonstances non encore élucidées. La dépouille a été acheminée à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzaini et une enquête a été ouverte par la police. Braquage à Soreto, 30 grammes d'or et 3 500 000 francs CFA ont été emportés par les assaillants. Plus de détails dans cette correspondance d'Ibrahima Djebahati. À en croire une source établie dans la zone, les faits remontent au 8 décembre dernier aux environs de 20h. Des individus armés qui seraient venus du Mali ont braqué une boutique à Soreto, localité située dans l'arrondissement de Kéniéba dans le département de Bakel. Les assaillants ont emporté par devers eux une somme de 3 500 000 francs CFA et 30 grammes d'or. Alertés, les forces de défense et de sécurité établies dans la zone se sont déployées sur les lieux. À en croire toujours la même source, dans leur retraite vers le Mali, les assaillants ont abandonné sur place une douille de PA de 9 mm et un carton de douille de PA non utilisé. Le 17 décembre dernier, les opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité ont permis de mettre la main sur un ressortissant burkinabé qui avait par devers lui des explosifs. Il avait été mis à la disposition de la police des frontières de Diabougou et une enquête a été ouverte. Ibrahima Djabakhati, Kédougou, RFM. PA, pistolet automatique. Le délégué principal des commerçants du marché central de Kaolack, Lamine Ndao, a été relaxé par le juge ce matin. Il était poursuivi pour diffamation suite à une plainte du maire de Kaolack, Serigne Mboup. Et puis ce coup de projecteur sur la pouponnière de la dame Ndella Madior Diouf. Après le décès d'un bébé suivi d'un kidnapping, cette fois-ci c'est une vidéo montrant des bébés fébriles très maigres qui est sur la toile. La responsable Ndella Madior Diouf parle d'actes de sabotage et déclare être en règle. Famadion. La vidéo est devenue virale sur la toile. Une dizaine de bébés couchés sur un matelas, certains sur le ventre, d'autres sur le dos. Un des bébés est recroquevillé en position fœtale. La particularité de ces bébés, ils sont tous maigres, ce qui donne un aperçu de leur état de santé. La patronne de la pouponnière dite Kerir Mandé, Ndella Madior Diouf, parle d'actes de sabotage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai été infiltré par des nounous, carrément pro Sonko, carrément. Nous ont saboté la pouponnière, donc ils ont saboté la prise en charge de certains bébés qui avaient des diarrhées. Et tout le monde sait qu'un bébé qui a une diarrhée perd du poids. Donc ce qui m'a valu quelques hospitalisations et Dalal Diam a reçu quelques bébés, comme Albert Royer. Une soixantaine de bébés sont pris en charge par Ndella Madior Diouf. Elle explique comment ces bébés se retrouvent entre ses mains. J'ai pris tout l'argent de la radio jusqu'à ce que la radio agonise pour accueillir chez moi. Et quand je dis chez moi, c'est pas un appartement, c'est un immeuble de 8 niveaux où hébergé et il y a encore de la place. Donc j'ai de la place. Ndella Madior Diouf renseigne qu'elle lutte contre l'infanticide en prenant en charge des femmes enceintes. La direction de la petite enfance que nous avons contactée promet d'aller visiter la pouponnière avant de se prononcer sur le sujet. Restons avec les enfants, avec cette association dénommée AM Talibé à Fatick qui vise à améliorer les conditions d'existence des talibés. Des repas partage ont été organisés dans 44 daras de la commune. L'occasion a été saisie pour faire un plaidoyer pour améliorer le cadre d'apprentissage des talibés. Aminata Goudjabi. Partout où elle est passée, l'association AM Talibé a distribué de la joie. Une quarantaine de daras de la commune visités pendant près de 2 mois pour partager des repas chauds bien succulents aux pensionnaires. Une expérience inoubliable pour les initiateurs. Babacar Mbaye, membre de l'association. Oui, ça fait trop de bien, sincèrement parler, parce que ces talibés, ils manquent d'affection et ils ont besoin de voir les personnes, tu vois, pour avoir beaucoup plus de confiance en eux. On a dit, bon, on va essayer quand même de faire notre maximum. Ça nous a permis de
découvrir d'autres daras. L'association est composée pour l'essentiel par des jeunes. Elle a été créée il y a 5 ans et elle a pour sacerdoce le changement des conditions de vie et d'apprentissage des talibés de la région. L'objectif de l'association, donc nous pouvons citer le fait de donner plus d'affection à ces talibés. Et souvent aussi, ils ont beaucoup de difficultés. Nous voulons leur donner beaucoup plus d'opportunités. Ces bénévoles fonctionnent avec de petits budgets, aidés parfois par de bonnes volontés. Dans leur perspective, améliorer le cadre dans lequel vivent les talibés. Imagine un talibé qui doit apprendre sous le soleil. Ou bien en période d'hivernage, tu dois apprendre sous la pluie. Et il y a des gens qui doivent faire des efforts pour améliorer ces conditions de vie. Maintenant, nous, ça fait partie de nos objectifs. Si on avait aujourd'hui le maximum de moyens, nous allons créer des abris ou bien faire de sorte que ça sera même plus beau. Sur la liste des actions de l'association, il faut ajouter l'habillement des talibés. En cette période de froid, elle collecte des vêtements chauds pour les distribuer dans les daras. Aminatou Goudiabi, Fatick RFM. Santé, l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et le CHU, le centre hospitalier universitaire, ont expérimenté pour la première fois au Sénégal l'intervention de type endovasculaire pour soigner un anévrisme cérébral sans ouvrir le crâne. Le coût est estimé à plus de 20 millions par patient. Le programme a été une réussite grâce à un partenariat basé sur le transfert de compétences. Explication, Papa Balagay. L'anévrisme, une malformation des artères d'habitude opérée avec l'ouverture du crâne, le Sénégal a réussi une prouesse avec l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Une intervention de type endovasculaire réalisée pour la première fois. Dr Charlotte Barbier du CHU de Caen et son équipe donnent les détails de cette intervention assez complexe. C'est technique, donc on a pu mettre du matériel dans l'anévrisme qui avait déjà saigné, donc là il devrait être protégé. Et on va revenir une deuxième fois parce qu'on ne peut pas faire l'intervention dans un seul temps. Et on va remettre un stent pour finir de boucher complètement la fuite. Voilà. Il y a 1,50 m de tube entre le point de ponction et surtout par voie chirurgicale. Il y avait un risque quand même de perte de sang très importante qui aurait demandé beaucoup de transfusions. Voilà, le pronostic était plus engagé que par une technique mini-invasive. Une opération qui a un coût plus de 20 millions de francs CFA pour chaque patient. Dr Pape Ibrahim Ndiaye, chef de service neurochirurgie de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, souligne qu'un transfert de compétences est attendu pour pérenniser ces interventions au Sénégal. Essayer de pérenniser ce geste-là, qu'il nous fasse un transfert de compétences, qu'il nous forme ici sur place et que qu'on essaie de traiter ces patients qui autrefois malheureusement n'étaient pas traités au Sénégal. Ceux qui avaient les moyens prenaient l'avion, ils partaient, et ceux qui n'avaient pas les moyens, malheureusement, on les perdait. Donc aujourd'hui, on a la possibilité ici à l'hôpital Cheikh Khadim d'avoir ce qu'il faut. Des patients bénéficiaires de ces interventions grâce à une collaboration entre l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et le CHU de Caen. Le ministère de la Santé entend soutenir le projet pour le bonheur des populations de Touba et de la sous-région. Pape Balagay, Touba, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Cette information qui vient de nous parvenir, 4 blessés dont un jeune agriculteur amputé de son bras gauche par un berger. C'est le bilan d'une violente bagarre entre ce berger et des agriculteurs de Dar es Salaam dans le département de Tambacounda. Le berger arrêté et lynché s'en est tiré avec des fractures aux 2 jambes. Nous y reviendrons avec notre correspondant dans la région, Pape Ousseinou Diallo. Les concessionnaires du nettoiement ont suspendu leur mot d'ordre d'arrêt de travail. Cette décision fait suite au décaissement de 8 milliards par l'État pour le paiement des arriérés du premier semestre de cette année. Néanmoins, les concessionnaires continuent de réclamer le paiement du second semestre ainsi que l'augmentation du budget alloué au nettoiement. Écoutons Boubacar Diallo, secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement, au téléphone avec El Hadj Ndogoudienne. Le travail a repris depuis ce matin et les raisons hier, on a été reçu par le DG de la Sonaged, M. Martiam. À l'issue de l'entretien, effectivement, il nous a montré des gaz qu'aujourd'hui, les fonds vont entrer dans nos comptes. La plateforme était composée de 3 points. Le premier, c'était de payer effectivement le premier semestre de l'année. Le second, nous avions eu des facilités financières via quelques institutions de la place, mais nous nous sommes engagés à rien dans ce processus parce que c'était à l'État qui avait sollicité ces financements-là pour qu'on en bénéficie.
Et vraiment, nous voudrions que effectivement que l'État aussi s'engage de manière très claire vis-à-vis de ces institutions financières. Et le troisième point consistait effectivement à parler du second semestre de l'année, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre. C'est un plaidoyer parce que tout le monde est conscient que depuis 2 ans actuellement, on a vu que le secteur s'est beaucoup amélioré et que beaucoup d'efforts ont été faits. Et sur ce, nous souhaiterons que les autorités vraiment essayent d'augmenter un peu le budget pour une meilleure prise en charge du nettoiement. À l'Assemblée nationale, les députés examinent à l'instant le projet de loi numéro 10/2022 portant loi de règlement pour l'année 2021. Projet de loi défendu par le ministre des Finances et du Budget. Puis cet après-midi, les députés se pencheront sur un projet de loi relatif au code de l'urbanisme et le projet de loi portant code de la construction. Avant de boucler la première partie de cette édition, ce reportage auprès des Guinéens établis à Dakar qui sont choqués depuis l'explosion d'un entrepôt de carburant en Guinée et en fait plus d'une quinzaine de morts. Ils tiennent leur État pour responsable de ce drame puisque des médias avaient alerté sur la position de l'entrepôt en plein cœur de la capitale. Seydou Nourouba. C'est trop mal. Depuis l'explosion d'un entrepôt de carburant en Guinée lundi, des fils de ce pays établis à Dakar vivent dans un état de choc. Je suis guinéen, je suis tellement choqué. C'est tellement dit jusqu'à présent. Jusqu'à hier, du 17h, on n'a pas maîtrisé le fait. C'est pas normal. Selon Alpha Diallo, vendeur de café et de cartes de crédit, l'alerte avait pourtant été donnée par les médias. Responsable, c'est l'État, parce que à chaque fois, j'écoute des émissions de radio privées ici en Guinée. Donc, toujours là, durant toute la journée, ils vont dire, ici, le dépôt de carburant, là où il est, c'est au cœur de la ville. C'est risqué. Mamoudou Diallo estime que le bilan des victimes ayant péri dans cet incendie peut même aller au-delà. Selon le rumeur qui traverse, il nous a dit qu'il y a des gens qui sont dit 16 morts, 30 morts, mais on ne sait pas encore exactement. Ces ressortissants guinéens tiennent leur État pour unique responsable de ce drame. Selon eux, ce n'est rien d'autre que de la négligence. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Arrestation au Burkina Faso de 4 fonctionnaires français. Ils sont arrêtés depuis le début du mois et détenus à Ouagadougou, la capitale. Selon RFI, ils sont présentés comme des agents du renseignement extérieur français accusés donc d'espions, ce que dément Paris. Abdoulaye Ndour. Arrêtés depuis le 1er décembre dernier à Ouagadougou, ces 4 Français sont présentés comme des fonctionnaires techniciens, détenteurs de passeports diplomatiques en règle. Ils sont en mission pour une opération de maintenance informatique à l'ambassade de la France à Ouagadougou. Selon la RFI, ces Français sont mis en examen le 14 décembre, puis incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils sont poursuivis pour espionnage. Jeune Afrique confirme bien qu'ils sont des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure, autrement dit, service de renseignement de la France. Ils étaient venus à Ouagadougou pour une mission officielle. Le gouvernement français prend acte des procédures judiciaires en cours mais rejette les accusations selon lesquelles ces techniciens sont des espions et réclame leur libération sans délai. Des pourparlers sont actuellement entamés pour leur élargir de la prison. En Ouganda, au moins 10 personnes ont été tuées et brûlées lors d'une attaque dans un village du sud-ouest, attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF affiliées au groupe État islamique. Selon le porte-parole de la police, les rebelles ont pillé un commerce important dans leur fuite des sacs de haricots, du maïs, des œufs ou encore des pommes de terre. L'attaque s'est déroulée hier mardi et l'armée ougandaise a été dépêchée sur place. Élection générale en République démocratique du Congo, on vote depuis ce matin. 44 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Le chef d'État Félix Tshisekedi brigue un second mandat. Des retards ont été observés, mais la commission électorale assure que l'ouverture des bureaux de vote sera prolongée pour la première fois depuis l'indépendance du pays. La diaspora congolaise pourra voter, mais à Dakar, les Congolais ne votent pas. Boubacar Dieng a fait un tour à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Dakar. Après quelques minutes de recherche, nous nous retrouvons devant l'ambassade de la République démocratique du Congo ici à Dakar.
À notre grande surprise, pas d'électeurs sur les lieux à part les 2 vigiles qui se réservent le droit de parler dans notre micro. Les bureaux sont fermés. Un jour férié pour la représentation diplomatique de la RDC au Sénégal, nous renseigne l'un d'eux. L'explication, selon lui, c'est la première fois que les Congolais de la diaspora votent et pour cette expérience inédite, il y a des privilégiés sur le continent africain. Ce sont uniquement les ressortissants établis en Afrique du Sud qui peuvent mettre leur bulletin dans l'urne. La nation arc-en-ciel accueille la plus grande diaspora congolaise au monde. Des bureaux sont ouverts en France, en Belgique, au Canada et aux États-Unis. Pour ces élections générales en République démocratique du Congo, 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le président de la République, mais aussi les députés nationaux et provinciaux. Les Congolais participent également à des communales partielles. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est candidat à sa propre succession, mais 18 autres prétendants visent son fauteuil, dont les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou ou le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Des milliers de candidats concourent pour les législatives et les communales partielles. Ces élections ont un enjeu particulier dans un contexte sécuritaire très tendu en RDC. La guerre au Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU tente toujours de parler d'une seule voix. Il pourra se prononcer ce mercredi sur une résolution appelant à un cessez-le-feu. Le vote a été repoussé 2 jours de suite. En parallèle, le chef du Hamas est ce mercredi en Égypte pour parler d'une trêve dans le conflit avec Israël à Gaza et d'un échange de prisonniers. En France, pour terminer, Emmanuel Macron s'exprime ce soir sur France 5. Il sera l'invité de l'émission C'est à vous. Une sortie au lendemain de l'adoption du projet de loi controversé sur l'immigration qui secoue la majorité à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué, la chaîne de télévision indique que Macron va revenir sur les moments clés de 2023 et va aborder les perspectives de 2024. Tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement a confirmé la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, absent du Conseil des ministres ce matin. Merci Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, on débattra des problèmes d'urbanisme, notamment à Dakar. Prétexte l'examen cet après-midi à l'Assemblée nationale de 2 projets de loi relatifs au Code de l'urbanisme et au Code de la construction. Nous serons avec M. Mansour Mboup, commandant de police à la retraite, et M. Cheikh Ahmadou Thiam, expert en sécurité et en cybercriminalité. RFM Sport. Tout de suite, l'actualité des sports. Avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Aliou Cissé a déposé une pré-liste à la CAF. Une pré-liste de 55 joueurs déposés conformément au règlement de la Confédération africaine de football avant le dépôt final de la liste des 27 joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier en Côte d'Ivoire. Cher Tidiane Diagne nous en dit un peu plus. En jetant un coup d'œil sur cette liste, on constate que le technicien garde son noyau essentiellement composé de joueurs ayant pris part à la CAN camerounaise, associés à des jeunes prometteurs qui ont également remporté des compétitions continentales. On peut citer l'arrière latéral Chertigan Sidibé qui a rejoint entre-temps en Tanzanie Azam FC. Son pendant en équipe nationale locale, Momodou Sané, est également dans cette même liste, lui qui joue à Limassol en Grèce. Comme milieu de terrain, Pape Amadou Diallo, ex de Génération Foot, figure sur la pré-liste. Son coéquipier au FC Metz, Chertigan Sabali, attaquant, est également coché. L'autre fait marquant, c'est la présence de joueurs assez méconnus de la tanière. Ousseinouba de Başakşehir en Turquie, Ibrahim Bakefal de Barça Athletic en Espagne, entre autres. Mais force est de dire que leurs chances de jouer la CAN sont infimes. Très en forme, Abdel Sima, qui compile le but avec son club écossais, est bien retenu dans cette pré-liste. Amara Diouf, qui a porté les petites catégories, dont la convocation a été réclamée par certains, n'est pas finalement retenu par Aliou Cissé.
Le football hors du continent avec en France la 17e journée qui va se jouer ce soir. Paris Saint-Germain joue contre Metz justement de Lamine Camara. Montpellier reçoit Marseille de Ismaïla Sarr et de Iliman Ndiaye. Lyon joue contre l'équipe de Nantes. Monaco de Crépin joue contre Toulouse. Nice joue contre Lens de Nampalys Mendy qui est blessé. En Angleterre, on joue également la suite des quarts de finale de la Ligue Cup. Ce soir, Liverpool joue contre Arsenal. Lutte avec frappe, la Reine est en pleine recomposition. La Reine est en pleine recomposition, seulement excusez-moi, c'est Liverpool qui joue contre l'équipe de West Ham en Angleterre. La lutte avec cette recomposition annoncée depuis presque 1 an et demi maintenant, cette nouvelle tendance où les ténors affrontent plus jeunes qu'eux dans l'arène, ce qui donne lieu à de nouvelles affiches, mais également à des combats qui plaisent aux promoteurs, mais également aux amateurs. Abdoulaye Dembélé analyse cette recomposition dans l'arène nationale du Sénégal. Il est journaliste à Sunulamb. Depuis l'année dernière, toutes les composantes de la lutte se sont accordées sur un point, c'est-à-dire qu'on devait aller vers un grand contre petit. C'est-à-dire que les gens se sont dit il y avait que des combats insipides autour des revanches qui se tenaient dans la lutte. On a connu des revanches de Modulo, Lac de Guerre 2 par 2 fois, etc. Lac de Guerre numéro 2, Omasen, ils se sont rencontrés 3 fois entre autres, quoi. Mais dans le constat général, c'est que lors de ces remakes-là, on assistait à des combats insipides, vraiment insipides, où il y avait pas de saveur. Les gens se sont dit, pour un renouveau de la lutte sénégalaise, il faudrait un grand contre petit. C'est là où tout a démarré. On a connu le 1er janvier 2023 le grand contre petit entre Balla Gaye 2 et Boy Niang. Mais bien avant aussi, il y a eu d'autres grands contre petits. C'est ainsi que Lac de Guerre 2 a affronté Boy Niang, il a affronté Siteu cette année. Modlo, il a démarré avec Ama Baldé le mois de janvier dernier, entre autres. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait ce constat-là, on a expérimenté cela, on s'est rendu compte que la lutte avait besoin de cela pour une meilleure relance. Pour une meilleure relance, prochain combat qui va poser un grand de l'arène à un jeune loup dimanche prochain à l'arène nationale où Reug défie Serendia Bombardier alias B52. Merci Malal Junior Diagne. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Je reprends. Alors, point de vue non pas sur l'urbanisme et la construction, mais plutôt sur la récurrence des saisies de drogue et de faux billets ces derniers temps. Et c'est tout ce qui fonde la légitimité de nos deux et l'expertise de nos deux intervenants du jour, Monsieur Mansour Mboup, commandant de police à la retraite, et Monsieur Cheikh Ahmadou Thiam, expert en sécurité et en cybercriminalité. Ce sera tout à l'heure, dans un peu moins de 5 minutes. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le Sénégal sur la route de la Coupe d'Afrique des Nations, budget bouclé. À jour J-24 de la grand-messe du foot africain, les préparatifs vont bon train dans la tanière. Le ministre des Sports se déclare de son côté fin prêt, financièrement en tout cas, c'est ok. Les chèques signés et validés. La Diop, le ministre des Sports, donne ses assurances dans le journal Les Échos. On a sorti, dit-il, les gros moyens pour que tout se passe comme prévu. La réserve d'hôtels a été déjà faite. Beaucoup d'hôtels précisent-ils, et pour les Lions et pour les Sénégalais qui veulent faire le déplacement. Le journal note qu'il ne reste alors plus qu'à l'UCC d'attendre le 9 janvier prochain pour lancer ses guerriers sur Abidjan. En conférence de presse hier, Ismail Jacobs, un des piliers de la défense sénégalaise, confie à Sud Quotidien qu'il a hâte d'en découdre. Dans le même journal, Régis Bogar, l'ombre de Cissé, s'est expliqué sur les petits soucis d'Iliman Ndiaye en club. Selon le sélectionneur adjoint du Sénégal, Iliman Ndiaye a juste quelques difficultés d'adaptation. Il a quelques difficultés pour se libérer. Enquête note qu'à l'OM et sur la route de la CAN, Iliman Ndiaye, c'est l'heure justement de briller, de confirmer. Le journal rappelle qu'il a réalisé une belle performance ce week-end lors de son match contre Clermont, mais il devra faire plus pour montrer qu'il est de retour. De son côté, Lamine Camara, la nouvelle pépite d'or de la tanière,
Dakar promet de sortir le grand jeu pour aider le Sénégal à conserver son titre. Il confie à Source qu'il veut marcher sur les traces de ses aînés Gana Gueye et Sadio Mané, faire aussi bien que sinon mieux, relève de son côté Walfadjri. La politique qui nous rattrape dans cette revue de presse avec Ousmane Sonko et ses avocats qui sont toujours dans le dur. Ils peinent à recevoir leur fiche de parrainage malgré la décision de justice du tribunal hors classe de Dakar qui leur est favorable. Enquête note qu'il ne reste plus qu'une semaine avant de boucler les parrainages. Eh bien, Aïb Dafé et compagnie se remuent. Ils ont saisi la DAF, la direction de l'automatisation des fichiers pour la réhabilitation d'Ousmane Sonko. Réumi s'exclame enfin, Aïb tape à la bonne porte parce que c'est la DAF qui est seule habilitée à le réintégrer dans le fichier. Le Soleil note qu'en saisissant la DAF, Sonko et ses avocats donnent enfin raison à Tanor Tiendela-Fall, le patron de la direction générale des élections qui n'y est pour rien dans le retrait d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Mais Source croit savoir que le leader de ex-Pastef a un plan pour faire valider sa candidature. De son côté, maître Moussa Diop écroué, vous le savez, pour diffamation, faux et usage de faux, entre autres chefs d'inculpation dans l'affaire des faux Yama, a écrit au juge d'instruction. Selon Source, le leader d'AG, Yotna, candidat à la candidature, a saisi donc le magistrat pour permettre à son mandataire de pouvoir déposer sa caution à la CDCI. La balle est dans le camp du magistrat instructeur qui s'occupe de son dossier. Au sujet de l'affaire des diamants qui a valu à Maître Moussa d'être donc envoyé en prison, Mamadou Lamine Diallo de qui s'exprime, il confie au journal Le Quotidien que Maître Moussa s'est trompé. Il doit reconnaître qu'il s'est bel et bien fourvoyé. À la une du journal Bës Bi Le Jour, cette grosse saisie de cocaïne et de faux billets, saisie récurrente, Sénégal plaque tournant de la drogue et du faux monnayage. En moins de 20 jours, 6 tonnes saisies ainsi que des sommes faramineuses en faux billets saisis donc par la brigade de recherche de Kermassar. 5 milliards rien que pour le mois de décembre, note la publication. Et puis dans Sunulamb, choc de dimanche, open press mercredi et jeudi, Thiaroye Mbour attendent Reug Reug et B52. Le journal écrit que les lutteurs Reug Reug et Bombardier organisent ce mercredi 20 et jeudi 21 décembre leur open press. Ces rendez-vous, selon le journal, sont prévus respectivement au terrain Oryx de Thiaroye pour Reug Reug et au stade Caroline Faye de Mbour. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Comment comprendre la recrudescence des saisies de faux billets et de drogue ces derniers temps au Sénégal? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes avec l'un de nos deux intervenants du jour, Cheikh Ahmadou Thiam, expert en sécurité et en cybercriminalité. Nous attendons de rentrer en contact avec M. Mansour Mboup, commandant de police à la retraite. Mais on commence avec vous, Cheikh Ahmadou Thiam. Bonjour. Oui, c'est Cheikh Ahmadou Bamba Thiam. Cheikh Ahmadou Bamba Thiam, oui, pour être plus précis. Comment analysez-vous justement ces saisies records, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliards de francs qui concernent la drogue et de plusieurs milliards de francs CFA en valeur théorique de faux billets ou billets noirs, comme on dit, qui ont été saisis ces derniers temps? Oui, merci Souleymane. Tout d'abord, il est essentiel de faire un éclairage. Pourquoi je dis essentiel? Parce qu'il faut aussi réfuter en partie l'idée du fait que le Sénégal soit une plaque tournante de la drogue, ce qui pourrait changer l'attelage de notre pays dans ce trafic de drogue. Donc il est important de préciser le contexte. Comme je le dis tout le temps, sur le plan géopolitique, les données ont changé. Il y a une production exponentielle de la drogue en Amérique du Sud. Aussi, il y a le fait que le cartel s'est réorganisé. Parce que maintenant, c'est des industries, c'est de véritables industries qui fonctionnent comme une entreprise classique, comme les grandes entreprises, avec des centres opérationnels, des centres de recherche,
des experts avérés, aussi bien sur le plan de la recherche, sur le plan de l'exploitation et aussi sur le plan opérationnel. Parce que c'est des personnes, des experts qui maîtrisent vraiment le circuit. Aussi du fait que l'Amérique du Nord, comme on dit, on peut prendre l'exemple des États-Unis. Maintenant, il est extrêmement difficile d'envoyer, comment dirais-je, de la drogue à partir de l'Amérique du Sud aux États-Unis. C'est devenu très compliqué. Donc c'est des voies de contournement qui ont été créées à cause du durcissement du trafic du passage de ces navires de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Il y a aussi le fait que le contexte sécuritaire dans notre sous-région qui a facilité l'explosion en quantité et en qualité effectivement du trafic de drogue, des autres crimes organisés comme la cybercriminalité, le trafic de migrants, le blanchiment d'argent. Donc tout ça fait qu'effectivement que ce que vous venez d'expliquer est devenu une réalité. Donc le Sénégal n'est pas une plaque tournante, mais le Sénégal se trouve dans le ventre mou, disons, du dispositif, puisque les portes se ferment partout ailleurs, c'est par l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, le golfe de Guinée, même si une partie de la drogue a été saisie en haute mer, même dans les eaux internationales à 450 km de nos côtes. Mais avant de revenir là-dessus, je vais introduire M. Mansour Mboup, commandant de police à la retraite. M. Mboup, bonjour. Bonjour, M. Nian, vous allez bien? Très bien, et vous? Alors, la même question à vous. Comment analysez-vous les récentes prises records de drogue dure, que ce soit sur la terre ferme? Il y a eu 8 kilogrammes, si je ne m'abuse, dernièrement, mais surtout des tonnes de drogue en haute mer dans des bateaux qui n'étaient pas destinés au Sénégal, mais qui ont été arraisonnés par la marine sénégalaise, mais également les saisies de billets noirs et de faux billets sur notre territoire. Oui, enfin, je fais une analyse qui me donne des résultats très négatifs sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan physiologique et sur plusieurs plans d'armes. Vous savez qu'autrefois, on parlait de drogue en grammes et en kilos. Aujourd'hui, on est actuellement dans le sillage des tonnes de cocaïne à des valeurs de plus de 100 milliards. On était dans la multiplication de billets à coups de millions. Maintenant, on est à coups de milliards. Et vous voyez déjà ce que les faussaires attendent comme avantage, mais vous voyez aussi ce que ça nuit à l'économie et à l'homme. Nous avons une population très jeune. La drogue, c'est un fléau désastreux. Alors, au Sénégal, les dégâts collatéraux sont énormes. Il y a la folie, il y a la criminalité. Est-ce que vous voyez à quel niveau monte la criminalité, monte la cybercriminalité, détectée par la cybercriminalité, les violences, les agressions. Actuellement, tuer au Sénégal, c'est presque au quotidien. Les jeunes s'entretuent pour des questions de rien du tout. Alors, donc, voilà, et le Sénégal est devenu, depuis quelque temps, le carrefour des faux billets et de la drogue. Est-ce que c'est le phénomène qui a pris de l'ampleur ou, disons, nos forces de défense et de sécurité qui ont amélioré quand même leurs moyens et leurs techniques pour traquer et attraper les faussaires et les trafiquants? Ou les deux à la fois? Vous savez que dans un développement, tout augmente. Quand tout se développe, le bien comme le mal, comme m'avait dit un de mes professeurs, que quand on lui chantait Paris, il disait que tout ce qui est bon est à Paris, mais tout ce qui est mauvais est à Paris. Alors, quand on fait le développement, il faudrait que tout suit. Actuellement, la sécurité doit être plus technique, plus scientifique. Mais aussi, le plan matériel ne doit pas être négligé. Parce que les faussaires sont toujours en avance sur les dispositions sécuritaires. Vous savez que les délinquants sont toujours en avance sur la sécurité.
Donc, il faudrait faire de grands pas, des pas de géant pour pouvoir juguler ce mal. Parce que être maintenant la Colombie de l'Afrique, hein, c'est une catastrophe. Alors, on reviendra tout à l'heure. Oui. Le Sénégal compte énormément sur sa jeunesse. Alors, vous savez que le fléau de la drogue, c'est un fléau destructeur. Absolument. Cher Ahmadou Bamba Thiam, vous êtes également expert en cybercriminalité. Est-ce qu'il y a un lien entre cette industrie criminelle autour de la drogue et du faux monnayage que vous décriviez tout à l'heure dans le contexte global du monde et de notre région et la cybercriminalité? Quel est le lien entre les deux et comment le cyberespace peut être utilisé justement pour juguler le phénomène, l'endiguer un peu? Oui, comme nous l'avons si bien expliqué dans d'autres émissions, les mêmes systèmes d'information, les technologies qui nous ont permis d'améliorer nos conditions de vie et de travail se sont retournés contre nous en créant un mal qui est dénommé cybercriminalité, qui est un acte criminel qui implique l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et dès qu'on parle de drogue, j'en avais parlé à l'entame de mon intervention, les technologies constituent un des piliers essentiels pour cette prolifération et cette explosion de tous ces types de crimes en quantité et en qualité. Comme je l'ai dit aussi, les technologies dont je vous ai parlé constituent en fait un moyen essentiel dans ce dispositif commun. Parce que maintenant, avec la coopération internationale, les saisies aussi, la réussite de ces saisies peut être aussi l'apanage de la coopération internationale. Et quand on parle de coopération internationale, les technologies de l'information, surtout dans le domaine de l'enseignement, constituent un des piliers essentiels. Il y a aussi le fait que il y a une différence, Suleiman, entre les billets noirs et les faux billets, oui. Les faux billets. Les billets contrefaits. Avec l'avancée des technologies, avec cette industrialisation, les outils qui sont utilisés pour fabriquer les vrais billets sont aussi, d'une manière ou d'une autre, à la portée des criminels qui peuvent les utiliser pour faire de vrais faux billets. Donc il y a une industrialisation qui est en train de s'opérer dans ce domaine. Mais pour le cas des billets noirs, moi je me dis que c'est juste de l'escroquerie. De l'escroquerie, comme nous disait le commissaire Keïta. Classique. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de faux billets comme si c'était une industrie. C'est de l'escroquerie classique. Des gens qui profitent de la crédulité des victimes pour le soutirer de l'argent. C'est pour ça que je parlais de valeur théorique tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est pas de l'argent au sens vrai du terme. En tout cas, si je vous comprends bien, le cyberespace ou les moyens technologiques sont une partie du problème, mais également une partie de la solution à travers la coopération internationale des différents services dans nos pays. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de développer davantage. Une dernière question à M. Mansour Mboup, peut-être, sur les solutions justement qu'il faut mettre en place pour limiter l'ampleur du phénomène et à terme peut-être même l'éradiquer. M. Mboup? Oui, M. Nian. Oui, la question c'est quelles sont d'après vous les solutions très rapidement, en tout cas les plus importantes à mettre en œuvre pour limiter le phénomène? Souligner les causes, les solutions, parce qu'au Sénégal, comme dans tous les autres pays, maintenant c'est le capitalisme. Le problème de tout le monde, c'est le capital. C'est l'argent à flot. Alors que voilà deux pistes qui donnent facilement de l'argent, mais qui donnent des pistes ennuyeuses pour un État et pour l'homme. Donc les faux billets, vous voyez les dégâts que ça fait sur l'économie. La drogue, ce que ça fait sur l'homme, mais la drogue aussi apporte de l'argent. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut une répression sévère et une amélioration des systèmes de lutte, des systèmes de lutte par la technicité et par les procédés scientifiques. Et certainement la coopération entre les différentes polices, les différents services de nos États. C'est un problème international. N'est-ce pas? Parce que la drogue qui se débarque au Sénégal vient de notre pays. On ne peut pas faire au Sénégal des tonnes de cocaïne
C'est ça. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci Mansour Mboup, commandant de police à la retraite. Merci Cheikh Ahmadou Bamba Thiam, expert en sécurité et en cybercriminalité. On vous retrouvera tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Ce sera dans un peu moins d'1 heure. Pour l'instant, il est 12h.